Bonsoir à toutes et à tous et merci Jean-Luc d'avoir accepté cette invitation. Je suis moi particulièrement curieux de t'entendre sur ce sujet-là. Et sans traîner, je te passe le micro et si je regarde dans le chat, si éventuellement il y a des questions, débranchez vos micros pendant la présentation, ça sera mieux pour les présentations. Mais si vous avez des questions, vous levez la main, vous faites le petit signe avec la main ou vous mettez un message dans la zone de discussion. Et éventuellement, on interrompra, on verra bien. Mais on n'est pas nombreux, donc on peut se permettre un peu plus de folie. Jean-Luc, le micro est à toi, et les caméras aussi d'ailleurs. Merci. Voilà, moi aussi, je vous remercie de votre présence et de votre intérêt pour ce thème du coaching de santé. En effet, on dit coaching de santé, ça n'évoque pas grand-chose en général. On a du mal à se représenter qu'est-ce que peut être ce nouveau métier parce que le coaching est souvent associé au coaching, coaching du dirigeant, voilà. Et santé, on pense médecine et le lien entre les deux, on a vraiment beaucoup de mal à faire. Alors, le but ce soir, c'est de vous expliquer que, d'une part, qu'est-ce que c'est un métier émergent qui existe, qui est vraiment bien intégré dans le système de santé dans les pays anglo-saxons et qui arrive en France. Moi, j'y contribue. Voilà. Et puis, de voir comment dans ce métier, la PNL a une place de choix. Elle joue un rôle elle peut jouer un rôle extrêmement important. On peut exercer ce métier sans PNL, mais là, vraiment, moi, je trouve que ça apporte, il y a un plus que j'aurais plaisir à vous expliquer. Alors, je travaille avec quelques diapos, je vous montre des diapos. Voilà, l'idée ce soir, c'est d'abord vous expliquer pourquoi ce métier émerge actuellement, alors que il y a 30 ans, 40, il y a 40 ans, on n'en parlait même pas. C'est quoi ce truc? Coaching de santé. Quel est son champ d'intervention vraiment très différent de celui des médecins? En quoi la PNL peut jouer un rôle en coaching de santé? Est-ce que c'est un truc inventé dans les têtes de Jean-Luc ou d'autres, où ça repose vraiment sur des preuves d'efficacité clinique? Est-ce qu'il y a des standards? Et est-ce que ça vaut le coup d'investir sur une formation en coaching de santé? Autrement dit, est-ce qu'il y a un marché? Voilà. Alors, pourquoi le coaching de santé? Eh bien, l'environnement de la santé a profondément changé en presque un siècle. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on mourait de maladies aiguës. Avant tout, des septicémies, d'appendicite, d'infarctus voilà. Et maintenant, d'accidents. Alors que maintenant, on meurt de moins en moins de maladies aiguës. On est bien guéri bien traité par la médecine, mais on meurt de plus en plus des conséquences de maladies chroniques. Maladies chroniques associées évidemment au vieillissement de la population. Surtout qu'il y a la croyance que quand on vieillit, on est atteint de maladies chroniques. C'est une croyance parce qu'on a de plus en plus d'exemples de personnes qui vieillissent en bonne santé. Voilà. Et il y a une explosion des maladies chroniques. Pourtant, on sait, on arrive dans une situation particulière parce qu'on sait qu'on peut les prévenir par des changements d'habitude de vie. Okay, mais on ne sait pas le faire. Alors même qu'on sait ce qu'il faut faire, mais on ne sait pas le faire. Et on va voir là pourquoi. Face à l'explosion des maladies chroniques, les professionnels de santé sont en grande partie désarmés parce qu'ils n'ont pas été formés à prendre en charge des maladies chroniques, sauf sur les symptômes. Ils ont été formés à faire un diagnostic et, comme moi, à donner un traitement pour stabiliser le symptôme. Mais ils n'ont pas du tout été formés sur traiter la cause des maladies chroniques, vraiment la cause des maladies chroniques. Or, maintenant, on connaît les causes des maladies chroniques et on sait aussi intervenir. Mais avant que cette connaissance arrive dans du médical, il peut se passer pas mal de temps. Et avec ce grand changement dans l'environnement médical, les patients aussi changent. C'est-à-dire les patients, on sait, c'est les statistiques françaises du Premier ministre, on sait qu'un patient sur deux qui va voir son médecin va voir quelqu'un d'autre d'un côté. Il va voir un naturopathe, un acupuncteur, il va voir un maîtriseur, il va faire du reiki, il va faire autre chose. Autrement dit, il y a déjà la conscience
chez les patients que la médecine actuelle, la médecine moderne, n'est pas en mesure de répondre à toutes les attentes. Ils savent quand ils vont voir leur médecin que le médecin va agir sur certains domaines, surtout le côté physique et corporel, mais qu'il y a des attentes plus spirituelles, émotionnelles, cognitives, sur lesquelles ils ne vont pas trouver de réponse. Voilà. Les systèmes de santé s'inquiètent parce que l'explosion des maladies chroniques peuvent mettre en danger les systèmes de santé. Et voilà, les réponses à ce changement de contexte sont nouvelles. C'est plus une médecine standardisée, un peu tayloriste, mais c'est plus une médecine, la prise en charge des maladies chroniques nécessite une individualisation, des approches. Puis, on va voir une prise en compte de l'individu dans sa globalité, un partenariat avec le patient et la relation fait un rôle extrêmement important. Voilà, ça c'est juste pour illustrer l'explosion des maladies chroniques, ça ne fait que croître. Hein. Et c'est le défi majeur on n'en parle pas assez dans les systèmes actuellement, en politique en tout cas, mais c'est le défi majeur de la santé pour les années à venir, comment faire en sorte que permettre au plus grand nombre de personnes de vieillir, ça c'est en grande partie acquis grâce au progrès de la médecine, mais en bonne santé. C'est pas seulement pour leur faire plaisir, mais simplement c'est parce que les enjeux économiques monumentaux. Si tous les centenaires sont malades, eh ben, c'est une catastrophe. Les caisses sécu explosent. Hein. Donc il y a un enjeu social, économique considérable. Et face à l'explosion des maladies chroniques, on sait ce qu'il faudrait faire. On sait que les maladies chroniques ne viennent pas du hasard, mais viennent de mauvaises habitudes de vie. Des gens qui, voilà, ils fument, ont un peu trop de poids, il faut pas assez d'activité physique, ils boivent un peu trop, ils mangent mal. Voilà. Alors, on sait exactement ce qu'il faut faire. D'ailleurs, ce qu'il faut faire permet de gagner 10 années de vie. Hein. Il y a pas mal d'études qui le démontrent. Et on ne sait pas comment aider les individus à changer les habitudes de vie. Vous voyez ? Parce que prendre des médicaments, déjà, bon, on fait une prescription, on sait à peu près que 50% des gens prennent leur prescription. Le reste, eh ben, ils ne prennent pas. Ils n'achètent pas, ou s'ils les achètent, ça reste dans l'armoire. Alors, quand il y a des recommandations médicales, c'est encore pire, quoi. Quand le médecin leur dit, bah oui, il faudrait manger plus sainement, hein, il faudrait manger plus de légumes, il faudrait faire plus d'exercice, voilà, des choses comme ça, gérer votre stress. Le patient, il est gentil, il opine du chef, il dit, ouais, mais il ne change rien. Pourquoi ? Parce que ces changements ne peuvent pas être prescrits. Les changements nécessitent des compétences totalement différentes. Hein. Et quelqu'un comportement, vous êtes certainement coach, vous avez fait de la PNL, voilà, il ne suffit pas de le dire à la personne, hein, il faut l'accompagner, il faut l'éduquer, il faut le motiver, il faut lui donner des bonnes raisons, des raisons majeures de changer ses habitudes, il faut lui apporter un soutien, il faut soit encouragé, un soutien, et il faut le responsabiliser. Hein. De dire, bah, ta santé, il n'y a que toi qui puisse l'améliorer, il faut que tu deviennes acteur de ta santé et que tu te prennes en charge. L'autre chose nouvelle que moi, je n'ai pas appris pendant mes études de médecine, hein, je n'ai jamais appris que la cause des maladies chroniques. Voilà. J'ai appris à traiter les symptômes des maladies aiguës et des maladies chroniques, mais je n'ai jamais appris que les maladies chroniques pouvaient avoir des causes sur lesquelles on pouvait intervenir. J'ai appris bien évidemment que ça pouvait être dû à des mauvaises habitudes de vie, voilà, alimentaires, tout ça. Mais la source réelle, je n'ai jamais appris. Okay. Alors, il y a les travaux qui ont commencé il y a près de 40 ans en Californie. On appelle ça l'étude Kaiser parce que ça a été vraiment extrêmement innovant. Chez des jeunes obèses. Aux États-Unis, c'est terrible. Un gamin sur deux est obèse. Et donc, il y avait tout un programme d'éducation de ces jeunes à la santé alimentaire, voilà, l'hygiène alimentaire. On dit, il ne faut pas manger que des McDo, il faut manger aussi des fruits, des légumes, etc. Et les résultats montraient sans cesse qu'il y avait 50% pour lesquels il y avait des bons résultats, ça marchait, et 50% des résistants, ça ne marchait pas. Et les chercheurs se sont dit, est-ce qu'il n'y a pas des éléments
la vie de ces jeunes puisse expliquer cette résistance, cette incapacité à utiliser les conseils alimentaires, les régimes. Et là, bingo, ils ont trouvé. Hein. Ces gamins qui refusaient, qui étaient incapables hein, d'adopter l'hygiène alimentaire, on a trouvé des éléments hein, que les médecins appellent ACE. Je vais vous expliquer ce que c'est. ACE, ça veut dire Adverse Childhood Experiences, donc les expériences d'adversité de l'enfance. D'où viennent nos maladies chroniques? Maladies chroniques à droite, là. Alors là, rien que ça, vous avez 80% des maladies chroniques hein, et 80% des dépenses de la sécurité sociale. Eh bien, elles viennent de nos habitudes de vie, comportement. Ouais, ce n'est pas une fois parce qu'on fume une fois ou on boit un peu trop une fois, mais voilà, c'est tous les jours, hein, la répétition. Et la répétition de ces comportements sont des réponses de compensation à un mal-être, à un stress surtout, avant tout, à un stress chronique. Et le stress chronique peut avoir plein de causes, hein, la peur, la colère, la tristesse, le deuil, l'absence de pardon, etc. Hein. Et ces stress chroniques ne viennent pas de nulle part, ils viennent des modes de pensée, en particulier des croyances limitantes. Hein. Et ces croyances limitantes, la plupart des gens ne sont pas nés avec, elles viennent dans leurs expériences de l'enfance. Hein. Soit des traumas, soit voilà, des épreuves de la vie que les médecins appellent ACE. Hein, les chercheurs appellent ACE. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'entre une maladie chronique qui apparaît, une hypertension qui apparaît à 50 ans, voilà, cette hypertension, la cause peut se trouver dans les premières années de la vie, vous voyez? Mais la personne est souvent bien incapable. Quand on lui demande, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose quand vous étiez petit? À quelques-uns qui peuvent le dire, mais la grande majorité dit non, je ne comprends pas. Donc, ce lien à faire entre la maladie de l'adulte et l'événement de l'enfant n'est pas évident pour tout le monde. Et c'est là la PNL a des atouts considérables hein, par rapport à d'autres approches. Alors, qu'est-ce que c'est les ACE? Voilà. C'est n'importe quel événement de l'enfance ou de l'adolescence aussi, qui ont été mal vécus par l'enfant. Et donc, ça peut être, par exemple, des abus physiques, émotionnels, sexuels, des négligences physiques, émotionnelles, ou un enfant élevé dans une famille dysfonctionnelle. Mais en fait, ça peut être n'importe quel événement. Un harcèlement à l'école, une mauvaise note, une insulte. N'importe quel événement qui a été mal vécu par l'enfant. Ce n'est pas l'événement en lui-même, c'est comment le gamin a vécu ça. Hein. Il a mal vécu souvent parce que les psys disent, parce que connaissaient la théorie de l'attachement, le gamin à ce moment-là n'était pas dans des conditions, dans un cadre de sécurité. Hein. Il ne se sentait pas protégé, sécurisé par ses parents. Et à ce moment-là, ça prend une tournure dramatique et il y a une croyance qui s'installe. Et cette croyance qui s'installe, et 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans après, elle peut générer des maladies. Hein. Et depuis les travaux de Kayser, là, il y a eu des centaines et des centaines de travaux qui font des corrélations entre le nombre d'événements, le nombre d'ACE de l'enfance et l'apparition des maladies chroniques. Par exemple, en haut à gauche, alors les chiffres 1, 2, 3, 4, c'est le nombre d'ACE, le nombre d'événements. Voilà. Et en ordonnée, c'est la fréquence des problèmes. Vous voyez la corrélation pour l'alcoolisme, pour le tabagisme au milieu, pour le taux de suicide en haut à droite, voilà, pour l'obésité en bas à gauche, pour la dépression, et c'est moins évident pour les maladies cardiovasculaires. Et je pourrais vous en citer comme ça des centaines de problèmes de santé, ce qui fait dire maintenant à des spécialistes. En France, un peu le chef de file, si vous voulez en savoir plus, vous regardez les conférences sur YouTube de Cyril Tarquinio, professeur de psychologie psychologie de la santé à Metz, et lui, il est formel, il dit, mais c'est complètement illusoire de vouloir changer l'évolution d'une maladie chronique si on ne prend pas en compte l'histoire de la personne. Et lui, il dit, on peut donner des médicaments, bien sûr, s'il y a une hypertension, on va s'occuper du symptôme, donner des hypertenseurs,
Mais il dit il faut aussi les envoyer chez les gens qui savent trouver les causes. Et il les envoie, lui, bon, son champ de connaissances est limité, il ne connaît pas encore la PNL, il faut que j'aille le voir. Mais lui, il les envoie, il dit bah, il faut faire de l'EFT, il faut faire de l'EMDR, il faut faire des choses comme ça, vous voyez. OK. Et lui, il est formel, il dit sinon, bah, vous soignez le symptôme, mais la maladie est toujours là. Et si on veut soigner vraiment les causes, définitivement, c'est indispensable. Hein. Et ça ouvre, vous voyez, ça ouvre de nouvelles manières de concevoir la maladie, et c'est une des raisons pour lesquelles le coaching de santé a sa place. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là, le coaching de santé? Pour définir le coaching de santé, il faudrait déjà se mettre d'accord sur le mot santé. Hein. Coaching, vous savez, c'est clair. Voilà. Maintenant, santé, ben, il n'y a pas toujours consensus. Hein. La définition, celle de l'OMS, 1948, un état de santé est un état de santé comprenant l'état physique, mental, social, environnemental. Alors je dis, c'est une vision très idéaliste qui a été produite à la fin de la guerre. Il y avait cette vision, une guerre qui a tué tellement de personnes, qu'il y avait ce rêve d'une santé et de soins accessibles au plus grand nombre, et qui a donné naissance à la médecine actuelle, qui est une médecine très tayloriste, productiviste. Hein. En un quart d'heure, on examine et on donne un quart d'heure par personne. Voilà, avec 25 € par consultation. Et bon, qui a donné des résultats formidables à la fin de la guerre, parce qu'il y avait à l'époque aussi une majorité de maladies chroniques. Maintenant, de maladies aiguës. Maintenant, un quart d'heure pour prendre en compte l'histoire de la personne dans le cas d'une maladie chronique, ça ne marche plus. C'est plus possible. C'est plus compatible avec le système actuel. L'OMS demande régulièrement à des comités d'experts d'actualiser la définition de la santé. Et je vous en prends une des plus récentes, 2011, publiée dans le British Medical Journal, qui dit « La santé est la capacité à s'adapter et à se prendre en charge face à des problèmes physiques, émotionnels et sociaux. » Définition, une petite révolution. Petite révolution. Et elle n'est pas facile à intégrer dans le système de santé. Pourquoi? Parce qu'on passe d'un état, un état de bien-être. Si vous connaissez quelqu'un qui a un état de bien-être complet, comprenant l'état physique, mental, social, environnemental, amenez-le-moi parce que ce sera une chose curieuse à voir. On a parfois un état de bien-être, mais ça varie tous les jours. Donc on passe d'un état à des processus. À ce coup, la santé devient une série de processus. Donc deux processus principaux. La capacité à s'adapter. Capacité à s'adapter, c'est une capacité de résilience face aux difficultés de la vie. Et l'autre chose, c'est à se prendre en charge. À se prendre en charge. Autrement dit, le client, le patient devient aussi acteur de sa santé. Et ça, c'est une petite révolution parce qu'en fait, on considérait que ma santé dépendait en partie des compétences des professionnels de santé. C'est eux qui savaient, moi je ne sais pas. Voilà. Alors que là, non, il s'agit de se prendre en charge. Et alors, c'est une petite révolution dans sa définition, mais c'est aussi une petite révolution parce que ça pose des sacrés problèmes. Okay? Ça veut dire que la santé dépend de la capacité à s'adapter et à se prendre en charge. Qui est capable actuellement, dans notre société actuelle, de développer ça chez les patients? Capable de développer chez les patients la capacité à s'adapter et à se prendre en charge. Personne. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des professions qui émergent comme celle du coach de santé. L'autre chose importante, c'est quelle idée on se fait de la santé. Quel est le modèle du monde que je vais adopter pour aborder les questions de santé? Et c'est vraiment important parce que ça va définir ma stratégie en termes de coach de santé. La vision de santé la plus courante est celle actuellement utilisée par la plupart des médecins, c'est la vision biomédicale. Biomédicale inspirée de Pasteur. Pasteur, il est pour rien. C'était généralisé, découverte de Pasteur. Avec Pasteur, pendant longtemps, on avait l'idée que beaucoup de maladies, surtout infectieuses, on ne savait pas qu'il y avait infection, mais qu'il y avait de la fièvre, pouvaient venir d'agents invisibles, des miasmes, etc.
mais on ne les voyait pas. Un jour, Pasteur a dit, regardez dans le microscope, on voit des bactéries. Alors, ça a été une révolution parce qu'on a trouvé les coupables et à la suite de ça, on a dit, bon, il faut agir sur le coupable. Et ça, c'était une révolution médicale, hein, le point de départ des antibiotiques. Mais cette découverte pour les agents infectieux a été généralisée après. C'est-à-dire que la maladie est créée par un agent pathogène unique. Si on ne trouve pas une bactérie, eh ben, on va chercher un toxique. Empoisonnement, voilà, du plomb. Hein. Ou si on ne trouve pas un agent toxique, on va chercher dans les gènes. Il doit y avoir une explication. Hein, c'est la recherche d'une cause unique sur laquelle on va pouvoir agir. Et ce modèle imprègne encore et encore toute la médecine. On cherche parfois où on ne va rien trouver. Et puis, ça évolue avec le modèle biopsychosocial sous l'influence de la psychologie en disant, ben non, les maladies mentales n'ont pas qu'une cause infectieuse. Il peut y avoir des causes aussi psychologiques et il peut y avoir aussi des causes sociales, c'est-à-dire la maladie peut venir des relations de l'individu avec son environnement. Voilà. Okay. Et ça, bon, ça commence. Hein, c'est depuis les années 70. On est parti d'une cause à un éventail de causes. Alors, si on n'en trouve pas une cause dans un domaine, on cherche dans les autres domaines. Et il y a un troisième modèle, encore plus récent, c'est plutôt les années 90. Donc, oui, la plupart des médecins sont très, très loin de ce modèle. Très loin de ce modèle parce qu'il n'est pas du tout enseigné hein, dans les facultés de médecine. Modèle écosystémique, hein, c'est la pensée de Gregory Bateson appliquée au monde de la santé. Et là, on est dans un système de causalité circulaire, c'est-à-dire la maladie, petit bonhomme qui tousse, il peut y avoir plein de causes, des quantités de causes. Okay, les causes ne viennent pas forcément d'un élément, mais les causes viennent des mauvaises relations à l'intérieur du système. Mauvaises relations, bien évidemment, surtout entre ce qui se passe dans la tête et ce qui se passe dans le corps, ou entre les différents organes. Ce n'est plus un élément qui pose problème, ce sont les relations qui deviennent, qui sont dysfonctionnelles, mauvaises relations au sein des systèmes. Hein. Un système, c'est un certain nombre d'éléments interreliés qui visent un but. Et à partir du moment où la relation entre certains éléments sont dysfonctionnelles, ça perturbe tout le système. Vous voyez ? Donc là, ça nécessite un mode de pensée complètement différent. Hein. Ça nécessite, pour aborder les systèmes complexes comme cela, ça nécessite d'avoir une pensée systémique, hein, d'être formé à la pensée systémique. Parce qu'on va se dire, on ne va pas chercher où est la cause du problème, mais on va se dire, un système est organisé autour d'une finalité, donc redonnons une autre finalité au système. Ouais, c'est vraiment une manière de la santé complètement différente. Hein. Et certains chercheurs, alors après c'est moi qui ai extrapolé à la santé, mais ils sont de plus en plus nombreux qui disent les grandes fonctions cognitives, la mémorisation, la motivation, la décision, etc., hein, ne viennent pas d'une aire du cerveau. On a longtemps pensé que c'était spécialisé, qu'il y avait des aires spécialisées, là, un peu comme l'ordinateur. Hein. Mais non, mais ils viennent, hein, les fonctions cognitives sont des fonctions émergentes des différentes connexions d'établissement entre les aires du cerveau. Vous voyez? Okay. Et moi, j'ai dit, bah oui, la maladie et la santé, c'est une fonction cognitive aussi, hein, c'est une stratégie. Donc, pour être en mauvaise santé, il y a des connexions qui ne favorisent pas ma santé. Et ça veut dire que quand on aide quelqu'un à retrouver la santé, on va l'aider à se reconnecter à des connexions qui fassent son système de santé. Hein. Se reconnecter avec des raisons majeures de vivre, hein, avec ses sources spirituelles dans le frontal droit, voilà, aller connecter des blessures qui peuvent être ancrées dans son cerveau primitif, voilà, établir de nouvelles connexions. Hein. Et pour ça, ce n'est pas un intervenant externe qui puisse faire ça. L'intervenant externe va aider son client, mais nécessairement une relation de partenariat. Et l'intervenant est partie du système, vous voyez. C'est comme si l'intervenant était lui-même une zone du cerveau. Dans une approche systémique, l'intervenant fait partie du système. Autrement dit,
la nature, la qualité de la relation que l'intervenant va avoir avec son client peut grandement influencer le système interne. Alors, pour définir le coaching de santé aux États-Unis, dans l'année 75, par là, avec l'explosion des maladies chroniques, voilà, les autorités de santé ont demandé aux chercheurs, est-ce que, comme il y avait aussi l'explosion du coaching, c'était la mode, c'est commencé, est-ce que le coaching de santé pourrait être utile pour prendre en charge les maladies chroniques? Eh ben, les chercheurs ont dit, on ne sait pas, on va voir. On va étudier déjà la littérature. Et quand ils ont étudié la littérature, ils ont dit, on est bien embêté d'évaluer le coaching de santé parce qu'on ne trouve pas la même définition. Chaque publication donne une définition différente. Donc, notre première démarche, ça va être de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on évalue. C'est-à-dire que donner une définition consensuelle du coaching de santé. Donc là, ils prennent des récurrences de mots. Hein. Dans toutes les définitions, ils prennent les mots qui reviennent le plus souvent. Voilà. Et avec, ils vont se débrouiller pour faire une phrase, centrée sur les patients, objectifs définis par les patients, découverte de soi, responsabilisation, éducation au contenu et rapport constant à la relation. Et à partir de ces récurrences de mots, ils ont produit une définition. Le coaching de santé, le but du coaching de santé, c'est d'aider les individus à changer leurs habitudes de vie. Si on considère que si on fait l'hypothèse que les maladies chroniques résultent des mauvaises habitudes de vie, la réponse est qu'il faut les aider à changer les habitudes de vie, ce qu'ils ont beaucoup de mal à faire tout seuls. Alors comment? Par une approche centrée sur le patient, sur le symptôme ou la maladie, mais sur la prise en compte globale du patient, avec des patients qui déterminent au moins partiellement leur objectif. Le médecin va dire, mon objectif, c'est de faire baisser la tension de temps. Là, en coaching de santé, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Vous voyez les différences avec des patients qui utilisent des processus de découverte de soi. C'est-à-dire que la connaissance de soi et le développement personnel devient un élément important de la santé. Alors que dans la médecine actuelle, on s'en fout, quoi. Hein. On ne voit pas le lien, en quoi le développement personnel peut aider la personne en bonne santé. Là, ça devient un élément stratégique. Plus on se connaît, plus la personne a des chances de savoir ce qui la motive, ce qui ne la motive pas, et de changer ses habitudes. Une formation en contenu, bien évidemment, et développer chez les gens le sens de la responsabilité et faire en sorte qu'ils puissent s'autogérer, qu'ils puissent devenir des bons chefs de projet de leur santé, qu'ils puissent définir leurs objectifs de santé et de vie et qui apprennent à gérer, à faire les ajustements pour atteindre leurs objectifs. Le tout dans une relation interpersonnelle. C'est-à-dire que la relation devient un élément clé aussi du changement en termes de santé. Alors ça, c'est vraiment nouveau. Et on voit en quoi énormément des approches médicales. Alors, justement, en quoi on se distingue? Donc, le champ d'intervention du coach de santé, on ne s'occupe pas directement du somatique, on s'occupe du corps-esprit. Hein. On rétablit les meilleures connexions entre la carte et le mental, parce qu'il y a nécessairement des écarts. Hein. Ici, carte territoire, la carte n'est pas le territoire, ça veut dire que la carte mentale, ce que nous avons dans la tête, les représentations que nous avons de notre corps, le territoire c'est le corps, il y a parfois des écarts extrêmement importants, des écarts extrêmement importants. Et c'est ça en grande partie la cause des problèmes. Et on ne va pas s'occuper de maladies aiguës, on s'occupe de maladies. Comment les gens se représentent l'évolution de leur maladie. Une fois qu'on a défini le champ, on va définir les moyens. Les moyens dépendent du niveau de conscience, bien évidemment du coach de santé, et aussi du niveau de conscience du patient. Pour moi, le coaching de santé, guérir d'une maladie dite grave ou incurable, c'est une évolution, c'est un voyage, j'appelle ça un voyage de la conscience. Okay. Donc, ça va dépendre des modèles de santé utilisés par le coach de santé. Est-ce qu'il utilise un modèle biomédical prescriptif? Voilà, on va résoudre
vos problèmes en vous faisant passer parce que vous avez, je sais pas quoi, un pH qui n'est pas bon, hein. C'est parce qu'il faut vous nettoyer les intestins par une purge. Bon, je ne sais pas, c'est prescriptif en tout cas, hein. Voilà, où vous devez prendre des huiles essentielles. On reste un peu dans le soin là-dedans, hein, où vous devez faire du Reiki. Ou une approche plus large biopsychosociale, ou une approche écosystémique. Moi, réponse, c'est mon client qui va avoir les réponses et moi, je vais aider mon client à trouver ses propres réponses. Donc, ça dépend du modèle, ça dépend en effet du niveau de compétence, des compétences techniques et relationnelles du coach, et ça dépend aussi des systèmes de croyance. Système de croyance du coach comme du coach chez les deux. Est-ce que tous les deux croient qu'il y a un lien entre ce qui se passe dans la tête et dans le corps? C'est pas évident pour tout le monde, hein. Et même si on croit qu'il y a souvent, beaucoup de personnes, maintenant de plus en plus, on admet que le stress chronique peut créer une maladie. Ça, maintenant, c'est globalement admis. Mais l'idée que l'on puisse, qu'en mode de pensée, on puisse changer nos maladies, alors là, il reste un chemin à faire, hein. C'est admis par quelques personnes, surtout les praticiens, hein. Les croyances sur le lien entre la survenue d'une maladie, du sclérose en plaques, voilà, à 40 ans, et un événement de l'enfance, même parfois de la toute petite enfance. Qui croit ça? Et pourtant, je dirais, la recherche le démontre et la pratique le démontre aussi. Je suis sûr que vous l'avez déjà démontré. Est-ce que la croyance que les ressources sont externes, médicales ou chez le coach, ou le client a les ressources en lui? Et puis aussi des croyances sur les résultats. Il y a des coachs de santé qui vont dire, ah bah oui, non, il ne faut pas rêver, on peut juste améliorer le bien-être, faire en sorte qu'ils aient une meilleure qualité de vie. Ou alors, résultat en termes de, on retarde la maladie, l'échéance de la maladie, l'évolution de la maladie. Ou pourquoi pas guérir complètement d'une maladie incurable. Vous avez tas de gens qui guérissent de maladies incurables sans la PNL, sans coach de santé, mais intuitivement, ils ont trouvé ça existe. Donc, c'est une croyance sur les possibilités de résultats. Et le résultat, en fait, ne nous appartient pas en termes de coach de santé. Parce que, en termes de coach de santé, on a un processus d'accompagnement. Le résultat de ce processus d'accompagnement appartient au patient. Donc, on ne peut jamais dire ce que l'on peut obtenir d'un coaching de santé. L'autre approche du coach de santé, c'est la globalité. Prendre en compte, non pas se focaliser, non pas sur le symptôme, mais sur la vie de la personne, en particulier les différentes dimensions de la personne. Lorsqu'on parle d'une personne, on peut l'aborder avec différents cadrans. En haut, vous avez l'individu, en haut. En bas, les deux cadrans du bas, vous avez les groupes. En haut, individu, en bas, les groupes. À droite, vous avez ce qui est observable des individus ou des groupes. Observable factuellement ou vérifiable par des examens complémentaires, des analyses, etc. À gauche, ça concerne donc l'invisible, ce qui est interne et invisible, chez l'individu ou chez les groupes. Donc, ce qui est en haut, à droite, c'est ce qui concerne les individus, et ce qui est externe, observable et mesurable. C'est le champ de la médecine actuelle, de la médecine conventionnelle. La médecine conventionnelle que moi j'ai appris, si quelque chose ne peut pas être objectivé par la palpation, le diagnostic ou par des examens complémentaires, des analyses biologiques ou par imagerie cérébrale ou tout autre examen, si on ne peut pas l'objectiver, ça n'existe pas. Oui, c'est l'approche médicale actuelle. Et bien évidemment que ces problématiques biologiques, physiologiques, qui est le centre d'intérêt de la médecine, sont en lien avec les autres cadrans de vie de la personne. Il est bien évident que les désordres biologiques proviennent de la vie intérieure du sujet, sa vie psycho-spirituelle, sa manière de penser, ses systèmes de valeurs, ses systèmes de croyances, l'idée spirituelle, identité, l'idée qui se fait de lui, la spiritualité du monde auquel il appartient, bien évidemment. Et la biologie dépend aussi du culturel. Par exemple, si vous prenez une maladie comme la sclérose en plaques, chaque culture a quelque chose à dire par rapport à définir un consensus
sur le diagnostic ou sur l'évolution de maladies. Alors, culturellement, il y a des maladies qui existent dans notre culture qui n'existaient pas dans notre culture. Vous voyez, c'est intéressant. Hein. C'est-à-dire que chaque culture va définir des normes pour dire ça, c'est pathologique, ça, c'est pas pathologique. Vous voyez? Et va définir non seulement des normes pour dire c'est pathologique ou pas, et va dire ça, c'est curable, ça, c'est pas curable. Ça, il y a des traitements, ça, il n'y a pas de traitement. Typiquement, le plus courant, c'est la dépression. La dépression est définie dans la société occidentale, n'existe pas dans plein de sociétés au fin fond de l'Amazonie. Ah, oh, dépression, on dit ça, c'est dépression. Oh. Non, ils tchatchent avec les esprits, là. Ils s'isolent un peu pour tchatcher avec les esprits, il va nous ramener des tas de trucs intéressants. Hein. Il y a plein de maladies comme ça, enfin maladies chez nous qui ne sont pas des maladies ailleurs. Et puis la culture médicale va dire ça, c'est curable ou c'est incurable. Ça, vous allez mourir dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Vous voyez, hein. Et c'est dit, quand on est malade, surtout atteint d'une maladie grave, c'est très difficile de s'affranchir de cette culture médicale, hein, de ce que la culture a à dire de vous. Hein. Vous allez voir un premier médecin, il va dire vous allez mourir, un deuxième, vous allez... Bon, comment voulez-vous... Il faut beaucoup de force et de référence interne pour s'affranchir de ça. Et on peut être malade aussi pour des causes sociales. Dire mes interactions avec l'environnement dans lequel je vis peut produire la maladie. Ben, vous savez, le burn-out, hein, on considère qu'actuellement le travail est la principale source de souffrance et cause de maladie actuellement. Hein. En particulier en France. Hein. Le problème en France, ce n'est pas la retraite, c'est que le travail produit de la pathologie. Le problème, ce n'est pas la durée de travail, c'est qu'en effet, les gens en ont marre parce qu'ils se rendent malades au travail. Hein. Et donc, mes interactions au travail, est-ce que je fais un travail qui me motive, qui fait sens, mon lieu de vie, mes liens avec la nature, voilà, mes engagements, mes relations sociales, tout ça va jouer aussi un rôle dans ma... Hein, va se répercuter sur le corps et le biologique. Hein. Et donc tout ça, si le coach de santé ne s'occupe pas de ce qui est en haut à droite, c'est le domaine réservé du médecin, vous voyez que son terrain d'action, il est très très large. Hein. Alors, souvent, on me demande, mais quelle est la différence entre le coaching de santé et le coaching, tout court, et aussi le soin. Beaucoup me disent, ouais, mais moi, je fais du Reiki, huile essentielle, je fais tout ça, je fais du coaching de santé. Non, tu ne fais pas de coaching de santé, tu fais du soin complémentaire. Tu as une solution externe que tu amènes au client et c'est très bien, c'est un soin complémentaire. Mais ce n'est pas du coaching. Le coaching, la solution vient de l'intérieur. Et si vous êtes coach, je suis sûr qu'il y a plein de coachs ici, le coaching à droite, hein, on cherche une solution qui vient de l'intérieur. Alors, un des points clés du coaching, peut-être une définition restrictive, hein, dans le soin, on répare un symptôme. On fait en sorte qu'on répare un symptôme pour établir une homéostasie physiologique, des chiffres de tension, des chiffres du sucre, de cholestérol, etc. Dans le coaching tout court, on établit une homéostasie psychologique. On modifie un peu la carte mentale pour que la personne puisse s'adapter à un environnement qu'il considère difficile au travail, dans la scolarité et dans le sport. Pour moi, la plupart des demandes en coaching, c'est des demandes de performance. Je voudrais être plus de quelque chose ou moins de quelque chose dans un contexte qui est clairement défini, le travail, un contexte bien délimité, le travail, la scolarité, le sport, etc. Voilà. Alors que alors le problème du coaching de santé, c'est que à vouloir être obsédé par la performance, c'est un bon moyen d'être malade. La performance, c'est des besoins de l'ego, souvent. Voilà, on ne se contente pas de ce qui est présent, on voudrait tellement plus. Et ça, l'exigence de l'ego, y répondre, c'est le meilleur moyen, en effet, d'être malade. Coaching de santé, on va prendre en compte l'individu, mais dans un contexte beaucoup plus large. Ce n'est pas le travail, c'est la vie de la personne. On va en prendre en compte le symptôme dans le contexte le plus large possible, qui peut aller de la naissance et même avant la naissance jusqu'à sa mort et même après sa mort. C'est au sujet à définir. Vous voyez, c'est à lui à définir où se trouvent les causes. Les causes sont la plupart du temps extrêmement subjectives, les causes de son symptôme et quels sont ses buts de vie, vous voyez, et qu'est-ce qu'il voudrait parfois laisser à ses enfants ou à ses petits-enfants. Vous voyez, on prend en compte un contexte extrêmement, extrêmement large.
Les ressources sont internes. Et là, vous voyez, dans les soins, on rétablit une homéostasie biologique, le coaching de santé, une homéostasie psychologique. Là, c'est une nouvelle homéostasie psychocorporelle. C'est une nouvelle organisation de pensée qui va impacter le corps. Et l'autre élément clé dans le coaching de santé, dans cette forme de coaching de santé, c'est cette capacité, surtout chez les pénélistes, de savoir faire le lien avec tout ce qui est les approches de régression, etc., faire le lien entre l'apparition d'une maladie à l'âge adulte et un événement de l'enfance qui, la plupart du temps, est complètement sorti du champ de conscience de la personne. Pour moi, une bonne guérison, c'est de l'intelligence collective entre un professionnel de santé, un coach de santé et un patient. Parce que chacun a son domaine d'expertise. La posture d'expert, le sachant, il sait établir un diagnostic, il soigne, il répare. C'est lui qui définit les buts d'amélioration, il prescrit des tas de solutions médicamenteuses, chirurgicales. Il suit les procédures. Le médecin, maintenant, de plus en plus, quand on est formé maintenant, toutes les procédures. Voilà, il ne faut pas sortir des procédures. Il évalue sur des critères objectifs. Lui, ce qui compte, c'est l'examen. Le vécu de la maladie, il s'en fout. Voilà. Et les obstacles à la guérison, il dit s'en fout parce qu'il ne sait pas y répondre. Ce n'est pas qu'il s'en fout, mais c'est qu'il est impuissant par rapport à ça. Il devait dire oui, vous devez changer votre alimentation. Ouais, mais moi, je n'y arrive pas, je ne sais pas comment faire. Bon, débrouillez-vous. Voilà. La posture du coach, vous voyez, à droite, est totalement différente. Le coach établit un bilan, non pas du symptôme, mais de la vie de la personne. Où se trouvent des déséquilibres dans la vie de la personne. Son obsession, ce n'est pas de réparer, c'est de tout faire pour développer le bien-être du sujet, en développant des buts de vie. On lui demande, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce qui est tellement important dans ta vie? En facilitant les changements de comportement et de style de vie, en le responsabilisant, en le rendant autonome, et en prenant en compte tous les critères, en effet, subjectifs, qui ne sont pas pris en compte par les professionnels de santé, ce qui fait que 50% des gens vont avoir d'autres accompagnants. Voilà. Et l'expertise du client, voilà, c'est de connaître sa vie. Il n'y a que lui qui puisse répondre à ce type de questions. D'où peut venir ton hypertension, ton diabète? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance ou même dans ta vie fœtale pour expliquer ce symptôme-là? Voilà. Des modes de pensée très présents dans le coaching de santé. Il y en a un qu'on appelle le continuum maladie-bien-être de John Travis, pour vraiment aussi bien distinguer l'intervention du coach de santé de celui des professionnels de santé. Parce que John Travis dit, c'est un médecin, un pédiatre, qui dit, on arrive à des situations curieuses dans lesquelles les patients, on leur dit qu'ils sont guéris, dit selon les analyses, toutes les analyses et les bilans, monsieur, madame, vous êtes guéri, alors que le patient, il dit, non, il dit que je suis guéri, moi, je ne me sens pas bien, je suis déprimé, je suis anxieux, etc. Il dit, madame, monsieur, madame, c'est moi qui sais, vous êtes guéri. Donc, il dit, il y a probablement différentes échelles pour évaluer la santé, différents paradigmes. Il dit, il y a un paradigme médical et paradigme du bien-être. Paradigme médical à gauche, en rouge, celui des professionnels de santé. L'obsession des professionnels de santé, c'est d'éviter, prévenir les morts prématurées. Ce qui est totalement légitime chez quelqu'un chez un enfant, un nouveau-né, etc., mais qui peut se transformer en acharnement thérapeutique chez une personne âgée, même centenaire. Vous voyez ? Mais l'obsession, c'est tout faire pour éviter cette mort prématurée, comme s'ils en avaient le pouvoir. Donc, c'est soigner et réparer pour arriver au milieu, à ce point de faire en sorte que la personne traitée, soignée, puisse revenir à l'état dans lequel ils l'ont reçu avant. Ouais. Et là, on arrive à cette situation bizarre dans laquelle le client va dire, les médecins disent que moi je suis soigné, mais non, moi je sais que je ne vais pas bien. Donc, il y a une autre échelle, qui est une autre échelle, une échelle de bien-être. Échelle de bien-être. Okay. Et avec ce système, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le niveau d'altération du corps, des lésions somatiques, quel que soit ce niveau, il y a toujours cette possibilité d'améliorer le bien-être d'une personne, vous voyez, quel que soit.
même chez les personnes qui sont près de la mort. Une personne qui a atteint une maladie, elle sait qu'elle a pour quelques jours, quelques semaines à vivre, et ben, il y a toujours cette possibilité d'améliorer son bien-être de façon à ce qu'elle puisse mourir en paix. Et certains diront, eh ben, je meurs guéri. Alors, elle ne dit pas, c'est mon corps qui est guéri, mais je me sens guéri parce que je meurs en paix. Vous voyez? Et là, c'est vraiment un élément de distinction claire entre le champ du professionnel de santé et celui des coachs de santé. Hein. Une autre échelle, qui est celle Antonovsky. Antonovsky, c'est un chercheur en sciences sociales israélien, et il dit, mais tous les professionnels de santé excellent parce qu'ils sont formés à la pathogénèse, c'est-à-dire qu'ils sont bien formés, pathogénèse, la genèse des pathologies. Ils sont bien formés à trouver la source des maladies et agir dessus. Mais il dit, il n'y a rien dans les cursus médicaux, même si on fait 20 ans de médecine, il n'y a strictement rien sur la salutogénèse. Salutogénèse, saluto-santé, quelle est la genèse de la santé? Comment être en bonne santé? C'est un champ totalement qui n'existe pas. Donc lui, il a dit, ben, comment ça se fait ça, hein? Et quoi faire pour être en bonne santé? Il a dit, mais quels sont les déterminants? Qu'est-ce qui fait que… Il dit, ben oui, les maladies, c'est une difficulté à nous adapter au changement de notre environnement, interne ou externe. Hein? Voilà. Et quels sont les déterminants clés? Il dit, le déterminant clé, c'est le sentiment de cohérence. Hein? Sentiment de cohérence, pour les PNListes, on va appeler le sentiment d'alignement. Hein? Ou le sentiment on pourrait appeler de congruence interne. Hein? Ou on pourrait dire tout simplement le sentiment d'être en sécurité à l'intérieur de soi. Hein? Plus il y a de l'insécurité à l'extérieur de soi, plus je suis capable de renforcer le sentiment de sécurité. Hein? Vous voyez, ça, simplement le sentiment de cohérence interne. Quand j'ai un sentiment interne suffisamment développé, je sais comment accéder les ressources et je ne tombe pas malade. En fait, ça devient même le problème de santé devient l'occasion d'acquérir encore une meilleure santé. Okay? J'ai un faible sentiment de cohérence interne, je n'accède pas aux ressources qui sont pourtant disponibles et je tombe dans la maladie. Hein? Je donne du boulot au médecin. Et il dit le sentiment de cohérence vient de 3 éléments, 3 composantes. Une composante cognitive, ça veut dire faire une compréhension de son environnement et en particulier du lien entre le symptôme, j'ai un symptôme, et ce qui se passe dans ma vie actuellement. Vous voyez, je ne vais pas dire mon symptôme est une malédiction de Dieu. Hein, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir cette maladie? Voilà, c'est vous rend impuissant, on ne peut rien faire. Hein, on ne peut pas convoquer Dieu et demander à Dieu, si on le faut, mais ça ne marche pas. Hein. Et donc, si j'ai une compréhension du lien entre ce qui se passe à l'intérieur de moi, mon symptôme, ma manière de penser et l'environnement dans lequel je vis, ben, je peux agir. Les comportements, je suis allé chercher les ressources. Et 3e composante, motivationnelle. C'est-à-dire que l'événement médical, je sais lui donner une signification positive. Vous voyez, positive. C'est ce qui a sauvé la vie à Viktor Frankl, hein, le père de la logothérapie, hein, le psychiatre allemand qui a été interné dans les camps de concentration. Et son obsession, c'était de tenter de répondre qu'est-ce qui fait que dans des conditions d'horreur absolue, les mêmes pour tout le monde, certains meurent rapidement et d'autres arrivent à vivre comme des humains, c'est-à-dire à être corrects, à respecter les autres, aider les autres, etc. Et la réponse qu'il a donnée à ça, c'est même dans les conditions d'horreur, il y en a qui arrivent à donner un sens positif. Hein. C'était un démarrage de la logothérapie. Hein, vous voyez. Et même si certains ne savaient pas répondre, il dit un jour je saurai pourquoi j'ai vécu ça. Hein. Ça fera sens dans ma vie. Donc là, il y a vraiment 2 composantes clés qui sont vraiment au cœur de l'activité du coaching, sans arrêt renforcer la cohérence interne, la notion d'alignement, hein, de sécurité intérieure, et tout faire pour développer le bien-être de l'individu. Donc, à partir de ça, on peut se dire, voilà, ouais. Alors, finalement, qu'est-ce que la PNL peut faire pour ça, hein, dans ce domaine? Pour dire, pour comprendre l'apport de la PNL, on a besoin de comprendre une démarche, la démarche du coach de santé. Hein. Okay. Sur quoi il va intervenir, hein, les étapes de l'accompagnement. Hein. Voilà. Il y a des prérequis, bien évidemment, hein, il y a un cadre déontologique, tout ça.
Et puis, il doit être capable de favoriser un état de détente. Pourquoi? Parce que, en fait, nous sommes conçus pour guérir et auto-guérir. Nous sommes équipés, nous avons un équipement pour guérir. Il paraît que le nerf guérisseur, c'est le nerf vague. De plus en plus de travaux disent le nerf vague est le nerf de notre guérison, de notre santé. Mais c'est le parasympathique, hein, c'est le nerf de la sieste et de la relaxation. Hein. Mais par notre style de vie, notre mode de vie, on l'empêche de s'activer, de faire le boulot. Et pratiquement toutes les heures et demie, le corps réclame un moment de pause et de repos pour que le nerf vague puisse faire son travail d'autoréparation dans le corps. Hein, il y a un cycle qu'on appelle un cycle ultradien. Comme il y a un cycle nocturne, il y a un cycle ultradien. Toutes les heures et demie, notre inconscient dit fais une pause, pose-toi. J'ai vraiment envie de bâiller, on a envie de s'étendre, on a envie de pisser, etc. Le corps dit repose-toi, laisse-moi faire mon travail d'autoréparation. Mais comme on est obsédé par le boulot, etc., quand on a un ordinateur, on travaille jour et nuit, on ne respecte pas les cycles naturels de repos et de travail. Avant, on travaillait, on se levait avec le soleil, on se couchait avec le soleil. Maintenant, on s'en fout. Avec l'ordinateur, on travaille n'importe où, n'importe quand, n'importe quel pays. Voilà. Donc, le nerf vague, il n'a jamais eu le temps de faire son boulot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui arrive avec une maladie dite grave, qui vient d'apprendre un diagnostic, sa vie s'effondre, hein, ses projets de vie s'effondrent, on ne fait pas de la PNL. On va tout faire d'abord, on peut utiliser la PNL, hein, mais on va tout faire pour le remettre dans un état ressource. Hein. Question, c'est qu'est-ce qui peut te remettre? Quelles sont tes sources de bien-être? Te promener dans la nature, va te promener dans la nature. Les massages, va te faire masser. Okay? Et c'est uniquement quand la personne peut revenir dans un état ressource, on va dire, bon, maintenant, tiens, tu es dans un état ressource, on va voir ce qui est possible de faire. Je ne te promets rien, mais on va voir ce qui est possible de faire. Et donc là, la relation joue un rôle fondamental. Donc là, toutes les approches PNL aussi vont jouer un rôle. Hein. Chaque séquence de coaching de santé commence par est-ce qu'on est bien en lien, est-ce qu'on est bien en relation, hein, parce que l'accompagnant fait partie du système et va influencer grandement le système de son client. Et puis, on a besoin de se poser la question, de comprendre l'espace problème du client à travers le score. Hein. Le score, c'est un outil de compréhension de problème. Et guérir est un problème à résoudre. Alors, vous connaissez. Et donc, je vais me servir, le score est un outil formidable pour comprendre l'organisation mentale qui impacte la biologie. Okay? Le score est un outil formidable pour ça. Et pour comprendre ça dans l'espace, on va donner des illustrations. Pour comprendre l'espace problème, il y a des éléments clés. On a besoin non pas de comprendre le symptôme, mais de comprendre les éléments dans le système qui maintiennent le symptôme. Hein. Premier élément qui maintient le symptôme, c'est souvent un manque de motivation à changer. Si vous n'avez pas une raison majeure de changer, une maladie grave va rester grave. Elle va pas changer. Hein. Il faut que j'ai une raison majeure. Là, chez nous, on va appeler ça l'intention, le but de vie, l'appel au changement, hein, les aspirations de vie. Dans le modèle de Robert Zitt, il appelle ça le rêveur. Hein. J'imagine que ma vie pourrait être différente de celle que je vis actuellement. Ouais. Puis, dans le système, on va identifier les obstacles à la réalisation de ce rêve. Hein. En PNL, on appelle ça les croyances limitantes. Robert Zitt dira c'est la partie critique. Hein. Okay. On a besoin d'identifier ces deux forces moteurs. Hein, parce que, je vais montrer avec les diapos suivantes. Hein. Puis, une fois qu'on a compris l'organisation, qu'est-ce qui fait qu'il maintient l'espace problème, et bien là, on peut apporter des ressources dans le système, le score. Hein. Okay. Et les deux principales ressources, c'est modifier l'impact des souvenirs, recadrer les croyances, renforcer les bonnes raisons de vivre, voilà, et renforcer la confiance à guérir. Hein. Il y a des croyances il y a des croyances qui me retiennent en arrière, qui me tirent en arrière, qui m'empêchent d'aller vers l'avant, mes buts de vie. Et puis après, il y a des croyances aussi qui vont m'empêcher d'accomplir mes sources d'inspiration. C'est-à-dire, je peux avoir des doutes sur mes capacités à guérir. Hein. Je peux être libéré
d'un obstacle qui vient de mon passé, de mon enfance, mais malgré ça, cette libération, cette charge émotionnelle, je peux quand même rester dans le doute par rapport à ma capacité à guérir. Et puis, mettre en place un rituel de changement, c'est le côté réaliste, hein, selon le modèle de Robert Dills, avoir un bon plan d'action, hein, pour guérir. Moi, je m'intéresse beaucoup aux miracles, hein, même les miracles de Lourdes, même les miracles de Lourdes. Et derrière le miracle, il y a souvent des gens qui ont changé plein d'habitudes de vie. Hein. Okay, hein. Les médecins disent parfois, les guérisons qu'ils ne comprennent pas, un gars qui guérit d'un cancer de stade 4 ou d'une sclérose en plaques, ils disent guérison spontanée. Ils disent guérison spontanée quand ils ne comprennent pas. Mais ils ne comprennent pas parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre. Ils ne cherchent pas à comprendre. C'est parfois une insulte, guérison spontanée. Parce que derrière guérison spontanée, il y a une personne qui a fait un boulot énorme derrière. Il a changé plein de choses dans son habitude de vie, peut-être son alimentation, il a fait de l'exercice, il a changé de boulot, il s'est entouré de personnes avec lesquelles il a de meilleures relations, il a fait plein de changements. Et les médecins, là-dessus, ne prennent pas ça en compte. Ils mettent guérison spontanée. Donc, il faut installer un rituel. Et donc, pour toutes ça, ces actions, la PNL va exceller. Exceller pour aborder les systèmes complexes. L'individu, dans une vision écosystémique, l'individu, c'est un système complexe. À l'intérieur, il y a des milliers d'éléments interconnectés et le système interne est connecté avec un système externe. Vous avez au centre, le premier cercle, c'est le champ d'intervention médicale. Le champ d'intervention médicale, c'est quel est le symptôme, quelle est la maladie, quelle est sa cause et qu'est-ce qu'on va mettre à la place. Objectif, c'est ça, et focaliser là-dessus. Le champ du systémicien, du regard systémicien du coach de santé, c'est tout ce qu'il y a autour. Il ne s'intéresse pas au centre. Il va se dire dans ce système-là, quels sont les éléments clés qui maintiennent le système, le symptôme en place. Vous voyez, il va élargir son cadre de pensée. À partir de ce symptôme, il fait un recul arrière, il élargit son niveau de conscience pour voir tous ces éléments parfois invisibles et inconscients qui peuvent maintenir le symptôme en place. Vous voyez, par exemple, si on utilise le score, eh ben, voilà, hein, le score, pour ça, c'est un outil formidable. Hein. Il y a le symptôme et l'objectif, eh ben, on va chercher toutes les causes non biologiques. Causes biologiques, on laisse les médecins les chercher, mais toutes les causes non biologiques. Et dans les causes non biologiques, ce qui nous intéresse, l'élément dont on a besoin, ce n'est pas dans la structure de surface. La structure de surface, c'est le cognitif conscient. La personne peut raconter ce qui se passe. Elle est capable de raconter sa douleur, tout ça, mais les causes de sa douleur, les causes de sa maladie, elle n'est pas consciente, parce que c'est souvent très, très ancien. Et ce qu'on a besoin de chercher, c'est ce qu'on a dans la structure profonde. L'inconscient, c'est le corps. Le corps, c'est l'inconscient. Hein. Voilà. Avant tout, les croyances limitantes. Hein. Dans ces souvenirs, quels sont des éléments marquants qui ont créé des limitations. Et l'autre élément totalement inconscient qui appartient aussi à la structure profonde, qui est aussi inscrit dans le corps, c'est le domaine de l'imagination. Quelle pourrait être ma vie? Quelle pourrait être une vie différente de celle que je mène, et qui pourrait être avoir un effet d'attraction suffisant pour m'aider à guérir et à me réorganiser mon corps-esprit d'une manière différente. Vous voyez? Donc, en tant que PNListe, alors, il y a d'autres approches qui vont chercher ça. Seulement, nous, en tant que PNListe, on excelle à aller chercher ces deux éléments-là dans le champ de l'inconscient et de la structure profonde. Hein. Et vous savez, vous connaissez toutes les approches. Hein. Voilà, si on devait résumer avec une approche PNListe, hein, au centre, vous avez le score organisé d'une manière systémique, symptômes, objectifs, effets, conscients. Hein. Le coach de santé, son boulot, c'est pas rester dans ce cadre-là. Le cadre de boulot, c'est voir tout ce qui est autour, qu'on ne voit pas. Donc, le boulot, c'est d'amener les éléments de l'espace problème dans un champ beaucoup plus large, qu'on appelle l'espace solution. On va arriver dans l'espace solution par ce qu'on appelle les modes de pensée différents acquis avec les postulats de la PNL, un de grands postulats de la PNL. Les cartes ne sont pas le territoire. Carte n'est pas le territoire. Appliqué à la santé, ça veut dire que ce qui se passe dans notre tête, il y a des écarts monumentaux entre ce qui se passe dans ma tête et ce qui se passe dans mon corps. Il y a
est d'une telle complexité qu'aucune carte ne permet d'accéder à la complexité de ce qui se passe dans mon corps. Vous voyez, ce qui se passe dans ma tête, c'est vraiment une perception extrêmement limitée. C'est pour ça que pour approcher la réalité de ce qui se passe dans mon corps, il faudrait plein de cartes. J'ai besoin d'enrichir ma carte. Hein. Par exemple, on vieillit, population, on vieillit, et dans notre carte, on refuse de vieillir. Alors, on se fait boursoufler les lèvres, ou on se fait de la chirurgie esthétique, ou des tas de conneries comme ça. Hein. Ou j'ai une maladie grave, et j'écoute les médecins qui ont dit que j'allais mourir, et dans ma carte, je me dis, je n'ai pas de ressources. Eh bien, c'est une erreur. C'est pas qu'il n'y a pas de ressources, c'est ma perception, c'est ma croyance que je n'ai pas de ressources. Hein, vous voyez. Okay. Donc, mes présupposés vont m'aider à penser différemment. L'autre présupposé, c'est le corps et la carte et le territoire, ou la tête, ce qu'il y a dans ma tête et ce qu'il y a dans mon corps, sont deux parties d'un même système qui s'influencent à tout moment, seconde par seconde. Donc, si les médecins n'arrivent pas à agir sur mon corps, eh ben, je peux agir sur la carte, mon mode de pensée. Parce que seconde par seconde, mes petites cellules sont à l'écoute de ce qui se passe dans ma tête. Okay. Et inversement, ma tête est à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps. Vous voyez. Si je fais la gueule, okay, si mon corps voit que je suis en colère, mon visage, il dit ah, il est en colère, bon, on va aller envoyer des hormones de colère. Ah, il a l'air d'avoir peur, et ben on va aller envoyer des hormones de peur. Ah, il a l'air content, même s'il est malade. Ah, ben on va lui envoyer des hormones de joie. Ces deux éléments sont indissociables. On ne peut pas les séparer. Hein. Et alors, on va amener l'espace problème dans un espace beaucoup plus large. Hein. On appelle ça changer de niveau de conscience, un changement de niveau 2. Hein. On va aller voir ce qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire l'intention, c'est les raisons de vivre de la personne. Hein. Qu'est-ce qui est susceptible dans l'expérience de la personne de changer profondément la maladie? C'est-à-dire, quelles sont ses sources de vie? On appelle ça l'intention. Hein. C'est différent de l'objectif, l'intention. Hein. L'intention, c'est une direction. L'objectif, c'est un résultat dans un contexte bien donné. L'intention, c'est, quel que soit le nombre de jours ou d'heures qui me reste à vivre, voilà la direction que je veux donner à ma vie. Parce que les humains, on oublie que ce sont des êtres intentionnels. Quand ils constatent, ils font le diagnostic que la direction qu'ils ont donnée à leur vie provoque plus de maladies que de santé, eh ben, ils ont cette capacité à donner une nouvelle finalité à leur vie, une nouvelle direction pour que le système corps-esprit puisse se réorganiser autrement. Vous voyez. Et on va chercher l'autre dimension limitante, les croyances limitantes, et faire le lien entre les deux. Hein. L'infiniment, dans l'infini du futur comme dans l'infini du passé, faire le lien entre ces deux. Hein. Voilà. Et là, la relation joue un rôle clé. Hein. Et à partir de ça, par exemple, à partir du modèle SCORE, vous pouvez mettre toutes les techniques PNL, toutes. Vous pouvez toutes les rassembler. Vous voyez. Quand vous avez un bon diagnostic de l'espace problème, eh ben, je veux dire comment on peut rétablir la systémique corps-esprit. Est-ce que je dois jouer sur les effets? Ben, vous avez toutes les techniques pour définir les méta-objectifs, l'intention, le rêve, l'appel dans le voyage du héros. Hein. Est-ce que vous voulez changer au niveau de l'objectif? Hein. La personne se donne des objectifs mal formulés. Ou entre l'objectif et l'effet, installer la partie réaliste, hein, un rituel de changement. Hein. Entre les causes et les effets, bah, c'est le voyage du héros de Robert Dills. Hein. Voilà. Entre le symptôme et les causes, on va travailler sur ce qui maintient le symptôme, c'est toutes les techniques de changement de croyance. Parfois, on a plein d'interventions aussi sur le symptôme. Hein, vous avez des tas de techniques. Bon, c'est l'ancrage. Évidemment, il y en a plein d'autres aussi, hein, en travaillant sur les sous-modalités, sur les mouvements oculaires, ça. Hein. Et puis, dialoguer avec le symptôme. En médecine, on donne des anti-symptomatiques, anti-douleurs, antibiotiques, anti tout ce que vous voulez. Hein. La moitié du Vidal, c'est des anti. Là, le symptôme, on dit, tu es un messager. Tu as quelque chose à me dire par rapport, tu es un messager par rapport à un déséquilibre dans la vie de la personne. Donc, au lieu de le détruire, on l'invite à prendre le thé pour dialoguer avec lui, parce que c'est un messager hein, de ce déséquilibre. Voilà. Et puis, ainsi de suite. Hein. Toutes les techniques PNL, vous pouvez les rassembler par rapport à ça. Hein. Où dois-je mettre des ressources dans le système? Est-ce que le coaching de santé repose sur des bases sérieuses? Ça, ça schématise l'explosion des recherches. Hein.
Ça, c'est un tableau qui a été fait pour le National Health Service en Grande-Bretagne, qui ont interrogé les universitaires en disant, mais est-ce que ce coaching de santé, dont on parle beaucoup aux États-Unis, a vraiment un intérêt, hein? Est-ce qu'il faut le prendre en compte dans les systèmes de soins? Et donc, pour répondre aux attentes du gouvernement, on produit ce tableau-là pour rendre les choses facilement compréhensibles. En haut, vous avez en rose la nature des études. Revue systématique, c'est en fait des revues d'opinion, quoi, hein. Au milieu, études randomisées, c'est la Rolls-Royce des études cliniques. Les études comparatives randomisées, hein. Comparatives, c'est-à-dire on compare l'efficacité du coaching de santé par rapport à l'absence d'intervention ou une autre approche. Et puis à droite, l'étude aussi acceptée, c'est comparatif, mais ce n'est pas randomisé. Randomisé, ça veut dire que les clients sont répartis par hasard, hein, voilà. Et puis en ordonnée, vous avez le résultat attendu des interventions sur le coaching de santé. En haut, vous avez attitude mentale. Est-ce que le coaching de santé est susceptible de modifier le mode de pensée des individus? Est-ce que ça modifie, ça les rend plus optimistes? Est-ce que ça leur donne un sentiment d'une plus grande efficacité personnelle? Deuxièmement, est-ce que ce mode de pensée peut se traduire par des changements comportementaux? Est-ce que les gens, ils fument moins, ils boivent moins, ils font plus d'exercice, etc. Troisièmement, est-ce que ces changements comportementaux se traduisent bien par des résultats cliniques vérifiables, observables, sur des analyses sanguines, sur des radios, sur l'imagerie, ce que vous voulez, etc. Et dernier élément, est-ce que ça se traduit par des réductions de coûts, hein? Et ça, c'est les économistes qui s'intéressent à ça. Et si vous prenez les deux colonnes de droite qui sont vraiment les études les plus sérieuses, sur l'ensemble des paramètres, il y a des résultats formidables, hein? Alors, on ne va pas dire là, à partir de ça que le coaching de santé est efficace sur tout. Ça, c'est des résultats qui ont été établis, hein? C'est des méta-analyses qui ont été faites sur les problèmes de santé qui préoccupent le plus les Américains, c'est-à-dire les problèmes métaboliques, et cardiovasculaires, avant tout, hein. Mais rien que ça, métabolique, cardiovasculaire, vous avez presque 75% des pathologies, hein. Mais on ne peut pas rapporter ça au cancer pour l'instant. Pour l'instant, on n'en sait rien. Parce qu'il y a peu d'études sur l'efficacité du coaching sur le cancer. Moi, je sais que ça marche parce que j'ai coaché des tas de gens. Mais l'obstacle est que tant que les chercheurs ne peuvent pas croire, ou la croyance limitante qu'un accompagnement puisse modifier l'évolution d'une maladie, ils ne feront pas d'études. S'ils pensent que ce n'est pas possible, ils ne le feront pas. Donc, il n'y a pas beaucoup d'études en dehors de l'amélioration de la qualité de vie ou des choses comme ça. Mais je suis sûr que ça viendra dans le futur. Donc, la réponse, oui, ça marche. Là, c'est un clinicien de la Harvard Medical School à qui on a offert un coaching de santé. Il était tellement enthousiaste, si vous voulez lire l'ensemble, et il dit à la lecture, en prenant en compte l'ensemble des études cliniques, le coaching de santé entraîne des améliorations cliniquement pertinentes de multiples facteurs de risque, et notamment chiffres tensionnels, lipidiques, glycémiques, poids corporel, indice de masse corporelle, tour de taille, santé cardiovasculaire, voilà. Ça veut dire rien que ça, vous avez 80% des pathologies aux États-Unis. Et même, ça améliore l'état de santé des gens atteints de BPCO, hein, c'est bronchopneumopathie obstructive chronique, dans lesquelles les médecins sont un peu démunis, hein. Et il y a des études qui montrent au retour sur investissement. Ils disent, si on investit 1 euro en coaching de santé, il y a 4 euros d'économie. Économie, il bouffe moins de médicaments, il est moins hospitalisé, voilà, il coûte moins à la Sécu, hein. Est-ce qu'il existe des standards? Pas encore énormément parce que c'est une profession émergente, mais quand même, les différentes sociétés de coaching de santé dans le monde arrivent à se mettre d'accord sur les compétences. Voilà, il y a trois compartiments. C'est premièrement l'état d'esprit, comment penser quand on accompagne quelqu'un en coaching de santé. D'abord, avoir la croyance que être non pas focalisé sur la réparation de quelque chose, ça c'est pour les professionnels, mais être focalisé sur le bien-être des patients.
j'ai le potentiel avec le partenariat de patient d'améliorer son bien-être. Et je vais tout faire pour améliorer son bien-être. Okay. La croyance aussi que les ressources existent dans le système, chez le client et dans ma relation avec le système. La croyance qu'il est possible d'obtenir la participation du client, en le motivant, hein, et qu'il est possible aussi d'avoir une approche non pas standardisée par des procédures apprises dans les études de médecine, mais par des approches totalement individualisées qui prennent en compte l'histoire de la personne. Voilà, ça c'est l'état d'esprit. Il va se traduire par des compétences, aider mon client à définir des objectifs, non pas lui dire, ben là vous savez, condition de formulation d'un objectif, hein, autoriser le sujet dans la prise en charge de sa santé, hein, l'éduquer évidemment sur la maladie, il y a des choses qu'il ne sait pas, le responsabiliser pour qu'il se prenne en valeur, qu'il devienne acteur de sa santé, et éventuellement quelques compétences cliniques. La plupart du temps, on me dit mais je suis pas médecin, je suis pas infirmier, est-ce que je peux faire un coaching de santé? Je dis ben, au contraire, ce que je dirais, ce sera plus facile pour toi. Il dit en fait, il faut juste savoir de quoi parle le client. S'il parle de j'ai une spondylarthrite, il faut savoir ce que ça veut dire, en quoi ça consiste. On n'a pas besoin d'avoir des compétences cliniques. Hein. Alors, qui peut devenir coach de santé? Là, j'ai mis quelques phrases de gens qui font autorité dans ce domaine, hein, voilà, des leaders. En fait, ils disent, ça leur fait mal au ventre aussi, parce qu'un peu en disant ça, parce qu'ils voudraient bien que le coaching de santé reste dans le monde médical, mais en même temps, ils se rendent compte que les compétences du coaching de santé n'ont rien à voir avec les compétences du médecin. Donc, ils sont bien obligés d'admettre la vérité. Et ils disent, en gros, tout le monde peut devenir coach de santé s'il est bien formé. Hein, s'il est formé aux techniques d'accompagnement, en particulier dans le domaine du coaching de santé. Donc, tout le monde peut le devenir. Et encore mieux, ce qu'on appelle les patients experts. Ceux qui ont surmonté leur maladie deviennent des bons modèles, pour les meilleurs modèles que les médecins, pour aider les clients à faire preuve de résilience vis-à-vis de leur maladie. Où se trouvent les coachs de santé? Ils sont proches des écoles. Et les principales écoles se trouvent en Amérique du Nord. Le coaching de santé est né en Amérique du Nord et s'est diffusé en particulier dans les pays anglo-saxons. Voilà. Et commence en France avec l'aide de mes partenaires. On a créé une structure pour faire connaître ce métier qui, pour moi, a un bel avenir. Hein. Est-ce que ça vaut le coup d'investir? Alors, je me suis payé une étude de marché. Alors, ça m'a demandé des mois de négociation parce que ces études de marché, ils les vendent aux entreprises. Généralement, en général, ça coûte 5 000 $. Moi, je suis très fier parce que je suis passé de 5 000 $ à 800 €. Donc, je dirais, OK. Alors, je suis très content de moi. Voilà. Alors, il fait 50 pages, mais j'ai pris cette courbe-là, qui est l'évolution du marché du coaching de santé entre 2015 et 2028 dans le monde. Là-dedans, il y a à 80%, c'est l'Amérique du Nord. Hein, okay, voilà. Mais on a des segmentations par pays. Hein. Passe de 9 milliards, pas des 10 milliards, à 22 milliards en 2028. Et en France, en gros, les chiffres, c'est à peu près de 500 millions à 1 milliard en 2028. Oui. Donc, il faut retenir simplement que c'est un marché en expansion. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ça nécessite l'émergence de nouvelles professions. On ne sait pas si ça va s'appeler coaching de santé ou autrement. Moi, j'ai gardé le nom parce que dans les milliers d'études qui ont été réalisées, les chercheurs appellent ça health coaching. Donc, je dis, il faut garder le nom quand même. Et puis, l'explosion de l'émergence de ce métier est favorisée il y a des facteurs de croissance. C'est d'abord la sensibilisation de la population à la santé. Si vous regardez dans les kiosques, l'explosion des revues médicales sur la santé, hein, l'explosion des bouquins à la FNAC. Avant, il y avait un petit rayon. Maintenant, ça prend la moitié de l'étage. Vous voyez, le nombre d'émissions télévision. On a, je ne sais pas quoi, Michel Simiès avec Carambeu. Alors moi, je vais voir parce que j'aime bien Carambeu. C'est-à-dire les pouvoirs insoupçonnés de la santé. Alors, je dis, chaque fois, il va parler de la santé de Carambeu. Hein. Non, ce n'est pas toujours ça. Mais il y a une explosion comme ça d'informations sur la santé. Il y a aussi une offre de prévention, hein, dans les médias. Manger 5 fruits et légumes, hein,
faut pas boire modérément. On est matraqué de messages de santé par les systèmes de santé publique, par les assurances de soins. Il y a une demande croissante de coachs de santé, bien évidemment d'abord aux États-Unis. Les grandes entreprises américaines se soucient de la santé. Hein. Ils veulent répondre au-delà des risques psychosociaux. Hein. Ils se disent ça suffit pas. Donc, on va offrir à nos salariés les services de coach de santé. Ouais. Et ça arrivera nécessairement, évidemment, ce qui se passe aux États-Unis, on le retrouve en Europe parfois une décennie après. Et puis, la pandémie du Covid-19 a bouleversé la situation, hein, a fait exploser les demandes d'accompagnement en tête-à-tête ou en distanciel, hein, de psychothérapeutes ou des coachs de santé aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons. Hein. Voilà. En France, on a créé une association des coachs de santé. Le but de l'association, c'est de faire reconnaître ce métier, le faire reconnaître auprès des autorités, auprès du corps médical, voilà, hein, parce que les coachs de santé ont vraiment la place dans ce paysage de santé. Alors pour ça, il faut qu'on soit un certain nombre. On sait que quand on sera 200 ou 300, on sera entendu, on sera reconnu. Et puis on doit aussi s'organiser pour être crédible. On doit avoir un code de déontologie, on doit mettre en place un système d'autorégulation, un système de supervision, de formation continue. Voilà, comme un ordre des médecins ou l'association. Et puis voilà. Hein. Donc, on a double activité, l'activité formation et l'activité associative. Hein. Moi, je forme avec mes amis, là, Robert Dietz, Suzy Smith et Tim Albom, qui sont l'auteur d'un livre que vous connaissez certainement qui s'appelle Croyances et santé. Voilà. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas saoulé. C'était passionnant. Ah, merci. Très passionnant, on a toujours plaisir à t'écouter, Jean-Luc, et un grand merci. Merci. Merci de m'avoir écouté. Moi, généralement, je ne parle pas. Je suis un taiseux. Et quand je parle de coaching de santé, je vais raconter. Je vais quand même te poser une question pour amorcer éventuellement. On va sans doute déborder, mais si tout le monde est d'accord de continuer un peu, pour moi, on continue un peu. Je voudrais simplement faire un parallèle. Enfin, j'ai 3 questions, mais je vais n'en poser qu'une pour le moment. Si on définit le coach par rapport au thérapeute comme celui qui aide les personnes à aller mieux, ou comme tu l'as dit tout à l'heure, avoir plus de 3 petits points. En fait, cette distinction-là, quand on est en bonne santé, on n'a pas envie d'être plus puisqu'on est bien. Et en général, la santé, ça se mesure par pas de symptômes, pas de douleur. C'est difficile de définir ça. Donc en fin de compte, une personne qui va bien n'aura pas tendance à faire appel à un coach de santé, forcément. Et donc en fait, c'est une personne qui ne va pas bien. Et alors à ce moment-là, est-ce qu'on n'entre pas dans le milieu de la thérapie de santé ? Alors, quelqu'un qui va... Les Américains définissent, ils disent c'est coaching de santé et de bien-être. Parce qu'ils disent, quelqu'un qui va bien, mais je sais pas, il a 40 ans, 50 ans, il dit, oh là là, je devrais faire attention quand même. Je peux avoir des facteurs de risque, il peut faire appel à un coach de santé, il va bien pour maintenir sa santé ou développer son niveau de santé. Parce que souvent, on considère que la santé est un état statique. Non, il y a différents niveaux de santé. Vous voyez, il y a différents niveaux de santé. Il y a un continuum dans la santé. La santé, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. La santé, c'est au service des buts de vie que l'on se fixe. Vous n'avez pas besoin du même niveau de santé si c'est pour regarder des séries à la télé dans votre fauteuil que si c'est pour construire un grand projet de vie, quoi, je veux dire, vous voyez. Et donc, il y a toujours une possibilité d'améliorer quelque chose au sein de notre santé. Voilà. Maintenant, par rapport au psychothérapeute, il thérapeute quelque chose qui, au niveau psychologique, dans les maladies mentales, est considéré comme pathologique. Vous voyez. Mais il n'y a personne pour faire le lien entre le corps et l'esprit, pour l'instant.
dans le monde actuel. Vous voyez, thérapeute, il va travailler sur. Le thérapeute est un professionnel de santé, pour moi, hein. C'est-à-dire qu'il est habilité à faire un diagnostic et à poser une intervention. Ce que le coach de santé ne fera jamais. Le coach de santé ne posera jamais un diagnostic, il donnera jamais une prescription, quelle que soit, médicale ou autre. Vous voyez, hein, okay. On travaille sur bien plus large, sur la vie de la personne. Donc, il y a vraiment une différence importante. Évidemment, les thérapeutes sont, je trouve, les bienvenus dans ce monde du coaching de santé, parce qu'ils ont des compétences déjà. Ils ont de très nombreuses compétences pour exercer ce métier, mais ce n'est pas la même chose que celui du coach, hein. Pour moi, c'est un professionnel il répare quelque chose dans le mental de la personne. Alors, je vais quand même poser ma deuxième question, mais rapidement. Avec plaisir. En fait, là, je vois que tu participes à ce développement, à cette reconnaissance quelque part de ce, on va dire, nouveau métier ou nouveau champ d'action, je ne sais pas comment tu l'appelles. D'abord dans la connaissance, que les gens apprennent à ce que ça existe, tout simplement. Et si je fais un parallèle avec le monde de la médiation, où j'ai beaucoup fait d'interventions avec ma pratique, en fait, ce que je vois, et encore plus en France, je crois qu'en Belgique, c'est qu'en fin de compte, le monde des médiateurs est de plus en plus accaparé par les juristes. Alors de même, Oui, je te c'est pose vrai. la question, est-ce que le coach de santé ne risque pas d'être accaparé par les médecins? Alors, il y aura des tentatives de ma mise dessus, mais concrètement, ils seront pas dans la capacité. Pourquoi? Parce que aborder le coaching de santé, ça nécessite non pas, on ne va pas s'occuper de symptômes, mais on va prendre en compte l'histoire de la vie. Vous voyez, donc, et ça demande plus de temps. C'est pas en 10 minutes ou en un quart d'heure qu'on peut s'occuper de ça. Et deuxièmement, ils n'ont pas les compétences. Bien évidemment qu'ils vont vouloir accaparer l'hypnose qui a été rejetée pendant très très longtemps par le monde médical. Moi, je me souviens. Après, il y a eu des tentatives de mettre la mainmise dessus en disant ils protègent leur territoire. Mais une séance d'hypnose, c'est pas 10 minutes, quoi, je dirais. Donc, il va y avoir une tentation, des tentatives normales. Mais ils vont se rendre compte à l'évidence que l'organisation du système de soins n'est pas compatible avec ces pratiques, le système de rémunération aussi, et les compétences aussi. Ouais. Pour moi, oui, oui, bien sûr, ils vont vouloir accaparer. Et puis, ça demande des compétences qui sont à l'opposé des compétences des professionnels de santé. Pour moi, un coach, c'est plus difficile de devenir coach lorsqu'on est médecin que lorsqu'on est coach. Parce que lorsqu'on est médecin, on est formaté à donner des directives, des prescriptions. C'est moi qui sais, c'est moi l'autre. Et c'est très, très difficile de passer dans la posture de coach. Pour eux, c'est parfois très, très, très difficile. Il faut des années, j'y arrive. Parce que c'est vraiment un changement de posture radical. Ouais. Et puis, il y a aussi un changement de. On a de plus en plus de médecins, hein, qui se forment. Et ils ont compris souvent que pour passer d'une posture de coach, de médecin à celle de coach, il faut qu'ils créent des lieux différents. Et en fait, comme ça, ils se conditionnent. C'est le lieu qui conditionne le comportement. Il y a un lieu pour être le médecin conventionnel et il y a un autre espace pour adopter la posture de coach. Et là, ça leur simplifie la vie. Sinon, les vieux réflexes reviennent sans arrêt. Il n'y a qu'à, vous n'avez qu'à faire ceci, vous n'avez qu'à faire cela. Super. D'autres questions? Ce que me demandent les médecins, c'est les médecins qui se forment, ils disent, mais comment je vais faire accepter ça par l'ordre des médecins? C'est vraiment la question. Est-ce que je veux pas, en faisant du coaching de santé, je ne veux pas me faire virer de l'ordre des médecins? Je Ah dis, ouais. tu as des chances. Tu as des chances. Alors, change l'étiquette. Aux États-Unis, quand les médecins font du coaching de santé, ils appellent ça la médecine de style de vie. Ça, c'est une spécialité médicale. Donc, l'ordre des médecins va dire, ah oui, ça existe, donc c'est OK. Mais c'est la même chose, hein. Béatrice, tu avais une question? Non. Alors, non, je n'avais pas de questions. J'écoute avec intérêt dans la mesure où effectivement c'est complètement nouveau pour moi. Voilà. Donc le champ est vaste, effectivement. Euh, voilà, je suis en pleine découverte. C'est très nouveau pour moi. Merci.
Je vais embrayer parce qu'il y a quelque chose qui me vient. Cette formation que tu organises de coaching de santé, ça s'adresse à des non-PNListes aussi? Alors, il y a des coachings de santé, soit comme une spécialisation du métier de coach. Donc, il y a des prérequis en coaching, hein. Il faut être que coach ou avoir, je dirais, déjà une bonne expérience de l'accompagnement, comme par exemple un maître praticien en PNL. Bon, on sait ce que c'est l'accompagnement quand on est maître praticien en PNL. Deuxièmement, il y a des prérequis PNL, parce que c'est des outils qu'on voit rarement même dans les maîtres praticiens. Moi, bon, hein, c'est des outils, voilà, moi, j'ai jamais appris ça dans les différents masters que j'ai pu faire, j'ai jamais appris ces outils. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir quand même un minimum d'imprégnation PNL pour pouvoir suivre cette formation. Eux disent minimum praticien. Mais comme praticien, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que praticien, des fois, c'est 21 jours. Dans d'autres écoles, c'est une semaine et encore d'autres, c'est 2 jours. Donc, ils ont défini, Robert Diss, Tim Albom et Suzy, ont défini des compétences en termes, les outils indispensables dont on a besoin pour pouvoir intégrer facilement et bien comprendre, quoi, hein. Parfois un peu le jargon PNL, hein, les positions de perception, bon, c'est ce que c'est, quoi. On veut dire, c'est quoi? Sinon, la formation n'avance pas. Voilà. Donc, c'est ça les prérequis d'accompagnement et quelques prérequis PNL. Alors j'ai un stéréotype qui me trotte dans la tête, c'est sur le stéréotype de la médecine orientale où là on dit que les médecins en fait ils sont pénalisés quand on va mal alors qu'ils s'occupent de nous quand on va bien. Est-ce qu'il y a des parallèles avec ça? Alors le parallèle c'est dans la médecine orientale, c'est que dans la médecine orientale on regarde pas l'individu avec un microscope, on le regarde aussi dans sa globalité, dans toutes les approches orientales, hein. Okay. Voilà, c'est ça je dirais, le parallèle qu'on pourrait faire. Oui. On a médecine chinoise, orientale, on a vraiment une vision globale, holistique de la personne, hein. Okay. Et la maladie est un déséquilibre, vient d'un déséquilibre dans la vie de la personne. Okay. Et donc on prévient le médecin et le bon médecin, il ne soigne pas, il fait en sorte de maintenir cet équilibre dans la vie de la personne, pour qu'elle ne tombe pas malade, quoi. C'est ça, ouais. Michel? Oui. Jean-Luc, j'aurais voulu savoir ce que tu penses du décodage biologique, justement. Alors, je dirais que ça dépend de l'usage que l'on en fait, décodage biologique, hein. Vous connaissez tous, décodage biologique dit telle maladie vient de telle symbolique qui peut venir de tel conflit. Hein, ouais, ok, hein. Alors, je réduis peut-être un peu le truc. Pour moi, un peu, ça dépend de ce qu'on en fait. Vous voyez, si j'ai un usage inadapté, je peux rentrer à ce moment-là dans la pensée biomédicale. Tel symptôme vient de tel conflit, vous voyez. Et ben, voilà, et j'utilise le décodage biologique comme avec les limitations du médecin. Et donc, je vais aider, cherche bien, tu dois avoir ce type de conflit. Et on influence, vous voyez, la personne, on l'amène parfois à chercher dans des zones où il n'y a rien à trouver. Et ce n'est pas la peine parce que un bon PNListe, il aide son client à trouver lui-même les causes de son problème, vous voyez, hein? Si on savait les qualités d'accompagnement, il va trouver par lui-même. Donc, ça peut être intéressant à titre indicatif pour l'accompagnateur, mais jamais le dire, jamais le dire au client, vous voyez, hein? Parce que il va partir à dire, oui, il a dit que ça venait de... Et il va être obsédé par ça. Vous voyez, il va aller chercher dans une mauvaise direction. Vous voyez, il va chercher là où le vrai problème se trouve ailleurs. Donc, moi, je dirais que ça dépend de l'usage qu'on en fait, hein, du décodage biologique, hein. Il y en a qui l'utilisent de manière intelligente et d'autres qui provoquent des catastrophes, hein. Ouais. Avec ça. Donc, merci. Oui, c'est... Merci. Oui, non. As-tu été aussi complet qu'il n'y a aucune question?
Jean-Luc? j'en ai nettement complet. Non, non, c'est votre dernier mot? Bon, Ah, c'est c'était parfait. chouette, quoi. Oui, vas-y, Dominique, Dominique, branche ton micro peut-être. Voilà, ça y est, c'est bon. oui. Alors, moi, pas de question. Dernier mot, je voulais remercier, tous vous remercier, bien sûr, Christian et surtout Jean-Luc Monsampès, qui vient de m'éclairer sur beaucoup de choses, en fin de compte. Donc, moi, je suis en Tunisie et j'enseigne d'accord. depuis longtemps. Donc, je suis de l'antenne Tunisie avec Dora Panozzo, Ah, qui est d'accord, ok. qui est mon enseignante. Ah oui, d'accord. Et je passe mon mémoire de maître praticien lundi, là, qui arrive. Ah oui, Et justement, mon mémoire est absolument orienté sur ça. ah oui. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de mon maître praticien? Faire du coaching, je le sens de moins en moins. L'humain me passionne, mais l'individu m'agace de plus en plus. Donc, alors, comme j'enseigne les arts internes, la physiologie me parle beaucoup, bien sûr, quand vous avez abordé le sujet du corps et de l'esprit, et je me dis, mais comment je vais pouvoir m'orienter ensuite pour m'épanouir avec cette PNL, avec cette EFT, avec le Qigong thérapeutique, le yoga aérien. Et là, vous venez de m'ouvrir enfin une porte avec une grande, grande, grande lumière. Donc, merci beaucoup. Ah, Déjà, bah, oui. lumière, ça me rassure. Je me sens moins seul d'un seul coup. Et je ne savais pas non plus que c'était réfléchi et véhiculé à ce point pour promouvoir cette version-là du coaching de santé que je contacterai sans doute pour aller beaucoup plus loin ensuite. Donc, merci beaucoup. Et On je se fait trouve toute ma gratitude pour ça. les arts martiaux sont très proches du mode de pensée qu'on utilise en coaching de santé. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est vrai. Ah oui. Ah Formidable. oui. Bonjour Adora. Je n'y manquerai pas. Voilà, ben on arrive tout doucement au terme de cet atelier. Merci beaucoup Jean-Luc, tu m'as fait passer en 1h30 de l'état de oui, je sais que Jean-Luc s'occupe de quelque chose, coaching et santé, à quelque chose qu'en fait une véritable discipline est en train de s'installer, de se développer, absolument méconnue en Europe probablement. Ça je trouvais que c'était vraiment super intéressant. Je retiens aussi en tant que pénéliste j'ai adoré ton schéma sur le score avec la dimension consciente, intention. J'ai trouvé que c'était une représentation que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai trouvé ça super intéressant. Et j'ai aussi adoré cette réflexion. Nous sommes en tant qu'êtres humains des êtres d'intention. Et si nous subissons un bouleversement, on retrouve une nouvelle intention. Je trouvais que c'était une chouette formulation, très positive et très, 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 très intéressante. Voilà, je te remercie beaucoup, Jean-Luc. Je remercie beaucoup aussi les participantes et participants d'être présents à ces événements-là. On a passé, je pense, un très, très bon moment à découvrir des choses avec beaucoup de surprises et d'étonnement et même d'engouement, comme on a vu Dominique le traduire. Donc, il me reste encore à te remercier et à espérer bien que ça se développe et que tu nous tiennes au courant des évolutions. Hein. Et merci de m'avoir donné l'occasion de parler de quelque chose qui m'anime. Donc, merci beaucoup. J'imagine. Merci Christian et merci à vous tous. Merci beaucoup à toi Jean-Luc et à tout le monde. À bientôt et une bonne continuation et à bientôt sur d'autres ateliers. À bientôt. Au revoir.